La glutamine a-t-elle encore un rôle à jouer? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle la glutamine est un problème. Nous allons parler des voies métaboliques et aussi deux études qui laissent perplexes avec des résultats qui étaient assez contradictoires par rapport à des études antérieures, MetaPlus et Redox. Et ensuite, je vais poser une hypothèse qui permettrait d'expliquer cette controverse. La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le plasma. C'est un nutriment essentiel dans la réponse de l'organisme au stress. À l'origine, et c'est encore le cas, ce n'était pas toujours un composant de la nutrition parentérale, et la raison en est qu'on ne considère pas cet acide aminé comme essentiel. Néanmoins, il est possible qu'il devienne essentiel pendant les périodes de stress. En tout cas, c'est là l'hypothèse. Ici, c'est une étude assez ancienne que nous avons menée où nous avons mesuré les concentrations plasmatiques de glutamine dans les patients de réa et nous avons vu qu'une concentration faible en glutamine était observée chez 30% des patients et que cette concentration plasmatique faible en glutamine était un prédicteur de la mortalité, quel que soit le score Apache. Cette nouvelle étude suédoise a mesuré la glutamine plasmatique dans toutes les admissions en réa et les résultats étaient quelque peu difficiles à comprendre. Selon les conclusions, une glutamine plasmatique faible à l'admission en réa était associée avec une faible mortalité en réa, mais une forte mortalité à long terme. Et des concentrations plasmatiques en glutamine normale à élevées étaient associées avec une mortalité élevée en réanimation, mais une faible mortalité à long terme. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est en tout cas leur résultat. Ils n'ont en tout cas pas pu prédire les concentrations plasmatiques en glutamine selon la note Apache et donc on ne peut pas prévoir la concentration plasmatique en glutamine selon la gravité de la maladie. Ils ont fait diverses analyses de régression et ils ont vu qu'à la fois une glutamine plasmatique élevée et faible était associée avec une surmortalité, quelle que soit la gravité de la maladie. Donc les choses sont bien plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Cette méta-analyse récente est revenue sur la glutamine parentérale dans le cadre de la nutrition parentérale ou parfois par la nutrition entérale. Et on voit là les études où la glutamine était intégrée à la nutrition parentérale. Bien souvent, la nutrition parentérale était commencée tardivement, en cas d'échec de la nutrition entérale avec une déficience énergétique. Bien souvent, il s'agissait de patients d'oncologie et on a exclu les patients qui souffraient d'insuffisance hépatique ou rénale. Et les doses de glutamine administrées étaient des doses nutritionnelles. Et selon la méta-analyse, la mortalité était plus faible, les infections étaient réduites et la durée du séjour en l'hôpital était aussi plus faible, sans effet négatif. C'est aussi une méta-analyse récente qui a étudié les effets de la supplémentation en glutamine par voie parentérale périopératoire avec 16 études randomisées contrôlées sur 773 patients et une nutrition parentérale supplémentée en glutamine a réduit les complications infectieuses, réduisait la durée de séjour, réduisait le solde énergétique négatif post-opératoire et on voyait qu'il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Pourquoi la glutamine pourrait-elle être bénéfique alors? Eh bien, premièrement, c'est une source d'énergie. Quand la glutamine est transformée en glutamate et ensuite en alpha-cétoglutarate, il y a un apport d'ATP
et le cétoglutarate peut entrer dans le cycle de l'acide citrique et donc créer de l'énergie. Mais il y a plus que cela. En cas de sepsis et de SRIS, la glutamine est constamment sécrétée par le muscle. Et la glutamine est utilisée comme source d'énergie en tant que transporteur d'azote et aussi en tant que précurseur métabolique. Pour les cellules en division rapide, telles que les entérocytes et les cellules immunitaires. L'idée était donc qu'une supplémentation en glutamine pourrait améliorer la défense de l'hôte. Il s'agit ici d'une revue très intéressante et importante. C'est une publication déjà assez ancienne qui démontre que la production d'interleukine 1 et la phagocytose par les macrophages et la synthèse de l'ARN et des protéines, la production d'IL2 chez les lymphocytes dépend de la glutamine de façon dépendante à la dose. Il s'agissait là d'études in vitro. Cela indique qu'une carence en glutamine pourrait avoir un effet sur la fonction immunitaire. En période de stress, il y a sécrétion de glutamine, d'un côté comme signal de stress et d'un autre côté comme substrat, précurseur ou source d'énergie. Le signal de stress est que la glutamine permet de protéger les cellules en produisant des protéines thermoprotectrices 70 qui protègent les tissus. Elle limite aussi la réponse inflammatoire. La glutamine réduit les liaisons du NF-κB au noyau et donc limite également la réponse inflammatoire. C'était là l'idée. En outre, comme je l'ai déjà dit, la glutamine apporte un appui métabolique aux cellules immunitaires en tant que précurseur de l'ADN et de l'ARN et des protéines, aussi en tant que carburant. Et elle protège aussi l'intestin et le foie. Elle réduit aussi le stress oxydatif en tant que précurseur du glutathion et elle limite la résistance à l'insuline, comme l'ont prouvé de nombreuses études. La glutamine en fait encore plus. Elle est reprise par l'intestin, où l'on a démontré qu'une nutrition parentérale supplémentée en glutamine protège la fonction de barrière intestinale. La glutamine est transformée en citruline dans l'intestin, reprise par le rein qui produit de l'arginine. La glutamine sert aussi de précurseur de l'ammoniac pour éliminer les acides. La glutamine, on voit donc qu'il y a un cycle constant de la glutamine dans le corps. Il s'agit là d'un processus qu'il est difficile de comprendre. La glutamine est un signal, un substrat, un précurseur et une source d'énergie circulante. Et l'idée est qu'il y a un cycle permanent de la glutamine qui rend cette substance disponible aux cellules chaque fois que c'est nécessaire. Là, je vais parler de 3 études qui enquêtent sur le devenir métabolique de la glutamine intraveineuse. Une chirurgie programmée de réparation des anévrismes abdominaux chez les patients de réa nourris par voie entérale et parentérale. Dans ces études, on administre un jour avant une chirurgie abdominale de la glutamine en IV et pendant la chirurgie des marqueurs d'acides aminés par perfusion pendant 2 heures et demie. Et aussi, on prélève des échantillons de sang artériel et rénal veineux. Et là, dans cette étude, on montre qu'une supplémentation en glutamine améliore la production rénale d'arginine, en tout cas chez les patients de chirurgie. L'effet bénéfique de la glutamine chez les patients chirurgicaux pourrait être partiellement médié
par une production accrue d'arginine, qui est une substance importante pour la synthèse protéique, et c'est aussi un précurseur d'oxyde nitrique. Et donc, cela peut avoir un effet sur l'inflammation, l'immunité et la perfusion des organes. Dans cette étude-là, qui n'a pas encore été publique, elle n'a été publiée que sous forme d'extrait, eh bien, on étudiait des patients nourris par voie entérale en réa, des patients qui n'étaient pas septiques et qui recevaient. Un groupe était nourri sans supplémentation et l'autre groupe nourri avec supplémentation en glutamine. Et puis, il y avait aussi des marqueurs croisés, glutamine, etc., qui étaient apportés soit par voie intraveineuse ou entérale. Et on voit que l'apparence endogène de glutamine, d'arginine et de citrulline n'était pas différente entre les groupes. Il semble donc que la nutrition entérale supplémentée en glutamine chez les patients de réa ne réduit pas la production endogène de glutamine et elle ne fait pas non plus augmenter la production d'arginine, comme on l'a démontré chez les patients chirurgicaux. Il y a donc là quelque chose de différent chez les patients de réa par rapport aux patients de chirurgie. Là, c'est une autre étude qui a été publiée l'an dernier chez les patients de réa qui recevaient une nutrition parentérale sans glutamine et on leur faisait des perfusions de glutamine et de phénylalanine. C'était des doses nutritionnelles de glutamine qui étaient reçues et la question des chercheurs était de savoir si la glutamine pouvait réduire la production de novo de glutamine. Si l'on donne de la glutamine, est-ce que l'on peut réduire la protéolyse musculaire? On peut s'attendre à ce que les perfusions de glutamine fassent augmenter les concentrations plasmatiques, mais il est inattendu de voir que même si les concentrations plasmatiques augmentent, la production, la synthèse endogène de glutamine augmente également au lieu de baisser. Et la dégradation protéique n'a pas baissé. Et même si les concentrations sériques de glutamine sont plus élevées, eh bien la dégradation protéique reste la même et la production de glutamine de novo était légèrement supérieure. Là, cela pose une question en tout cas. Les études avec marqueurs ont démontré que la glutamine n'inhibe pas la protéolyse chez les patients de réanimation. Elle ne réduit pas, elle peut même faire augmenter la production endogène de glutamine et elle augmente aussi la sécrétion systémique d'arginine chez les patients de chirurgie, mais pas chez les patients de réa non septiques. Étudions deux grandes études randomisées récentes, Redox et MetaPlus. Vous connaissez tous bien Redox, avec des patients ventilés avec des défaillances multiviscérales, un design factoriel 2x2, on compare la glutamine, les antioxydants ou la combinaison ou un placebo. Aujourd'hui, je ne vais parler que de la glutamine. Ils ont donné de la glutamine de façon entérale et parentérale à des doses très élevées, le double de la dose normalement conseillée. Une dose très élevée donc, et elle a été donnée en tant que supplément et pas en tant que composant de la nutrition. Si l'on étudie les résultats de la nutrition, on voit que les objectifs de nutrition étaient médiocres. Seulement 40 à 50% des objectifs en matière de calories et de protéines étaient remplis. Les résultats, l'objectif primaire était la mortalité et on se rend compte que globalement, l'administration de glutamine est associée avec une augmentation de la mortalité. La p-value est de 0,05 à la limite de la significativité. Et l'on démontre également que, surtout chez le groupe de patients avec plus de 2 défaillances organiques, la glutamine était
avait un effet délétère. Et donc, on en conclut que l'administration précoce de glutamine chez les patients critiques avec défaillance multiviscérale est délétère. Il y a donc eu un débat intense quant à l'explication et à la cause, avec beaucoup de propositions. Peut-être le fait que la dose était extrêmement élevée. Bon nombre de patients n'avaient pas de carence en glutamine, comme on s'en est rendu compte dans les études néerlandaises et suédoises. Dans cette étude, seulement 25 à 30% des patients de REA ont une carence en glutamine, mais on n'a pas pu faire de lien entre l'effet toxique et des doses supraphysiologiques. On a administré la glutamine en tant que supplément et dans une forte proportion de patients, la nutrition n'était pas correcte et donc la composition en acides aminés était complètement déséquilibrée et là c'est probablement très important, ce sont des patients avec des défaillances multiviscérales graves avec un score APH2 de 26. Passons maintenant à la deuxième étude, une étude randomisée multicentrique avec à peu près le même genre de patients mais avec des patients un peu moins graves. On a randomisé la nutrition entérale, deux types de nutrition entérale avec une formule immunitaire et une formule améliorée. Dans les formules, on avait la même quantité de protéines, mais là, on n'avait que de la caséine. Et là, c'était de la caséine, mais aussi de la glutamine. Et dans ce cas-là, il y avait aussi un peu de glutamine, plus d'hydrate de carbone qui était que dans la nutrition normale que dans la nutrition immunitaire, avec les triglycérides de chaîne moyenne, par exemple. Et l'objectif, le critère était était l'infection. Il n'y a pas de différence dans les nouvelles infections chez des patients qui avaient déjà une affection. 44% avaient déjà une affection à l'admission, 74% avaient reçu des antibiotiques. Et là, ils ont conclu à une surmortalité chez les patients médicaux et une mortalité semblable chez les patients traumatisés. Et dans cette étude, la glutamine faisait partie de la nutrition entérale et elle était administrée à une dose nutritionnelle, pour ainsi dire. Une analyse de régression proportionnelle de Cox conclut au fait que la nutrition immunitaire était indépendante, avait une plus forte mortalité, quel que soit l'âge, le sexe ou la note APH. Et là, c'est une certaine impression, mais ce n'est pas significatif. Il semble qu'il y a un certain avantage chez les patients qui avaient une glutamine plasmatique faible et une légère surmortalité chez les patients qui avaient une glutamine plasmatique trop élevée. Il semble que là, ce soit compréhensible. Chez les patients les plus âgés, les effets délétères étaient les plus prononcés. Et là, on voit peut-être une tendance. Il y a plus d'effets délétères chez les patients les plus âgés. Et là, il n'y a pas de relation claire. Mais dans les groupes APH moyens, c'est là que l'effet délétère est le plus fort, mais il n'y a pas de relation linéaire avec la gravité de la maladie. Alors, quelle est l'explication de ce paradoxe lié à la glutamine? En tout cas, voilà ce à quoi on a pensé en retournant aux études les plus anciennes pour parler du sepsis et du SRIS. Il y a une augmentation de la protéolyse et la raison en est qu'il faut de la glutamine pour fournir aux cellules immunitaires qui sont très importantes, qui sont très actives, et la glutamine est un vecteur énergétique pour ces cellules immunitaires. Les cellules immunitaires produisent des cytokines et les cytokines sont la cause de la protéolyse. C'est à cause de la libération des cytokines qu'il y a une protéolyse musculaire. Et donc, si l'on apporte beaucoup plus de glutamine, eh bien, peut-être que les cellules immunitaires deviennent encore plus actives, elles produisent encore plus de cytokines, et donc,
on a des raisons de penser que c'est le fait parce que la production de cytokines dépend de la glutamine de façon dose dépendante, en tout cas dans les études in vitro. L'idée, on est donc chez les patients septiques ou avec une inflammation systémique, la glutamine peut augmenter la compétence immunitaire. C'est pour cela qu'on a pensé que ça pourrait être une bonne idée d'administrer de la glutamine, mais cela alimente aussi la réponse inflammatoire. C'est là, en tout cas, l'hypothèse. Et si vous faites cela, eh bien, peut-être que vous pouvez faire plus de mal aux patients. L'interférence avec la glutamine dans la cascade inflammatoire produit des résultats imprévisibles. Pour conclure, est-ce que la glutamine a encore sa place ? Je crois qu'il ne faut pas administrer de glutamine aux patients qui ont une défaillance viscérale grave ou dans une phase aiguë de sepsis ou de CRIS. La glutamine intraveineuse en tant que composante de la nutrition parentérale chez les patients chirurgicaux de l'appareil digestif en périopératoire pourrait être bénéfique. Par contre, chez les patients stables de réanimation, eh bien, en fait, je ne sais pas. Mais je serais très réticente à l'administrer dans la phase aiguë de la maladie. Peut-être qu'il y a une certaine place à la supplémentation de glutamine si le patient est en rémission. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Et quid de l'utilisation de la glutamine chez les patients traumatisés? Vous n'en avez pas parlé. Les patients de trauma sont inclus dans beaucoup de méta-analyses et en fait, il y avait un certain bénéfice chez les patients traumatisés. On peut dire que les patients traumatisés souffraient également de SRIS. Et il faut prendre toutes ces études avec des pincettes pour voir quand on a lancé la glutamine, parce que la nutrition parentérale est commencée au 3e ou 4e jour. Il y a 5 ou 10 ans, lorsque l'on faisait la plupart des études sur la glutamine. Donc, on ne donne pas toujours la glutamine de façon très précoce, mais là, l'idée est que ça fonctionne également chez les patients traumatisés. Mais si vous prenez l'étude MetaPlus, ils ont étudié des patients traumatisés et n'ont pas conclu à des différences en matière de mortalité et d'infection. Alors, qu'est-ce qui a pu changer ces dernières années? Je ne le sais pas. Peut-être que l'on commence à la nutrition plus tôt, peut-être que les patients ont moins de carences énergétiques ou protéiques, je ne sais pas. Mais il y a néanmoins une différence et le lien entre la glutamine et l'inflammation devrait entrer en ligne de compte en tout cas. Alors cela dit, quels sont les effets de la glutamine sur les entérocytes? C'est peut-être un autre angle d'attaque. On peut penser que la glutamine entérale peut aider les entérocytes et on pourrait l'utiliser dans l'appareil digestif sans qu'elle passe dans la circulation. Oui, bien sûr, il y a des études avec une nutrition parentérale et si vous donnez une nutrition parentérale supplémentée en glutamine, eh bien, on voit que la barrière intestinale est meilleure. Avec la nutrition entérale, en tout cas, une certaine partie de la glutamine est utilisée par les entérocytes. Dans l'étude MetaPlus, on ne voit pas de bénéfice, en tout cas. Et puis les études avec des marqueurs chez l'animal, des animaux septiques, lorsque l'on administre de la glutamine à des animaux septiques, la glutamine est reprise par le foie mais pas par les entérocytes. Et dans l'étude qui a été publiée sous forme d'abstract uniquement, c'était des patients nourris par voie entérale et parentérale, et on ne voyait pas de différence en matière de concentration de citrulline. C'est donc très difficile.
encore beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de travaux à venir. Et dernière question, dernière remarque, recommanderiez-vous aux études à venir de vérifier les concentrations sériques de glutamine avant de commencer la supplémentation? C'est la base. C'est la raison pour laquelle on a mesuré les concentrations plasmatiques de glutamine à l'époque. Mais ensuite, on a vu que on a trouvé les concentrations plasmatiques les plus faibles chez les patients choqués. On a inclus les patients en état de choc dans l'étude Redox. Mais en tout cas, si vous faites une intervention, vous devriez mesurer les concentrations. Ça vous donnerait au moins une compréhension minimale, mais il reste encore beaucoup de questions. Pour essayer de répondre, peut-être que la prochaine étude devrait seulement sélectionner des patients avec des concentrations en glutamine faibles pour essayer d'homogénéiser l'administration le plus possible, parce que dans la deuxième étude, il y a simplement le témoin et l'on compare avec une nutrition avec un renfort immunitaire, avec différentes compositions. Et donc, c'est peut-être là que l'on voit l'effet délétère de la glutamine parce qu'il y a trop de différences. S'il en fait une étude, il faudrait modifier simplement un composant. Oui, c'est le grand problème avec les études d'immunonutrition. Il faudrait simplement comparer une nutrition normale avec un seul composant variable. Et il faudrait montrer que ce seul composant variable est bénéfique et en tout cas, physiologiquement parlant, ça ne nous aide pas. La glutamine a-t-elle encore un rôle à jouer? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle la glutamine est un problème. Nous allons parler des voies métaboliques et aussi deux études qui laissent perplexes avec des résultats qui étaient assez contradictoires par rapport à des études antérieures.